Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Un jeune homme massacré parce qu'il a pris la défense d'un couple qui était en train d'être harcelé. Un drame terrible et un livre bouleversant. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Tout de suite, André Berkoff, on accueille votre invité, Audrey Sauvageon. C'est la mère de Marin, ce jeune Lyonnais agressé en 2016 après avoir pris la défense d'un couple qui s'embrassait. Elle nous présente son livre, La tête haute. C'est publié chez Flammarion. Audrey Sauvageon, bonjour. Bonjour. D'abord, je veux savoir comment va Marin aujourd'hui. Marin continue la rééducation. Il va devoir se trouver un projet de vie parce que ses évolutions ne sont plus au rendez-vous. Il stagne et il n'évoluera plus forcément comme on l'espérait. Ah oui, d'accord. Les séquelles ont été très profondes. Les séquelles étaient gravissimes, sont gravissimes et irréversibles pour une grande partie d'entre eux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je voudrais que vous nous racontiez ce drame. On parle beaucoup de la violence aujourd'hui. Voilà un coup de ce qu'on appelle violence ordinaire. Le mot ordinaire est complètement imbécile dans ces circonstances. Mais enfin, quand d'autres parlent de faits divers, d'autre chose, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous pouvez nous raconter comme ça rapidement ce qui s'est passé il y a 4 ans maintenant. Ça fera 3 ans en novembre. 3 ans, c'est ça, en novembre. Oui. Ça fera 3 ans en novembre. Marin venait de fêter ses 20 ans, faisait les boutiques à la Part-Dieu, partait fêter son anniversaire avec ses amis, sa petite amie, et puis il attendait un bus. Et à l'arrêt de bus, il a vu 2 personnes qui se faisaient agresser parce qu'ils s'embrassaient dans la rue. Ça a choqué un garçon qui passait par là, qui s'est attaqué à eux. Marin est intervenu pour calmer le jeu. Et l'agresseur ne l'a pas supporté, s'en est pris à lui. Donc, s'en sont suivis visiblement quelques coups échangés. Et puis, Marin est monté dans le bus qui arrivait à ce moment-là. L'agresseur a décidé de ne pas en rester là, s'est saisi d'une béquille et lui a asséné, en arrivant dans son dos, plusieurs coups de béquille sur le crâne. Ah, ça s'est passé dans le bus, ça ? Ça se passe en 2 fois, oui. En 2 fois, c'est ça. La dispute devant le bus, à l'arrêt de bus, et ensuite, Là, de manière très fourbe, il arrive dans son dos... Il se venge. Et sur la tête, évidemment, des coups de béquille sur la tête. Ouais. Et donc là, c'est l'hôpital, enfin c'est tout ce qui s'est passé ensuite. Vous racontez d'ailleurs comment vous l'apprenez dans un livre, encore une fois, bouleversant, votre livre à lire. Je vais vous dire, ça n'a rien à voir, ça a tout à voir. J'ai eu la même émotion quand j'ai lu ce merveilleux livre de Philippe Lançon qui s'appelle Lambeau. Et je ne compare pas, je fais pas des comparaisons littéraires, mais j'ai eu la même émotion, je le redis, que quand j'ai lu Le Flambeau de Lançon. Lui, c'est un rescapé du massacre de Charlie Hebdo, comme vous le savez. Et Marin, c'est quelqu'un qui était là, qui n'a écouté que son courage, et en tout cas ses sentiments et son sens des valeurs, et voilà ce qui s'est passé. Donc vous l'avez appris, vous le racontez... Je reçois un coup de fil où je sais juste que c'est Marin, que c'est très grave, mais j'ignore ce qui se passe exactement. Et par un concours de circonstances, j'arrive à l'hôpital avant lui. Et donc, je le vois, je peux le suivre sur quelques mètres. Il part au scanner en urgence. Je sais que c'est très grave, il est déjà intubé, plus rien ne réagit. On aura une chance infinie ce soir-là, c'est de rencontrer le docteur Afif, qui accepte de l'opérer au lieu de le déclarer en mort cérébrale. Oui, parce qu'il était en état de mort cérébrale. Il était dans un état de mort cérébrale, c'est-à-dire que quand il est arrivé sur la table d'opération, il était à Glasgow 3, le score va de 15 à 3, donc 3 est déjà le niveau le plus bas, plus rien ne réagit, et ses pupilles étaient déjà dilatées. Fou. Et ce docteur l'a sauvé. Ce docteur l'a sauvé. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? C'est-à-dire qu'il y a eu des soins, évidemment, en urgence totale. Et ça fait donc maintenant, vous dites, ce sera 3 ans en novembre, c'est ça. D'abord, avant de revenir sur l'évolution de Marin et de dont vous parlez, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan policier, judiciaire, etc. La police... Vous avez porté plainte, vous avez... Non, j'ai fait aucune démarche. J'aurais bien été incapable de me déplacer pour faire quoi que ce soit. J'étais juste au chevet de Marin. J'ai été en contact avec la police assez rapidement. Ils voulaient à tout prix me voir. Et moi, j'aurais dit, on aura tout le temps de se voir plus tard. Et en fait, j'ai compris ultérieurement qu'ils souhaitaient avoir ma vision de Marin, de la personne qu'il était, parce que tout le monde pensait qu'il n'allait pas survivre. Les policiers ont été très efficaces, ont arrêté l'agresseur de Marin dès le lendemain. D'accord. Et l'enquête a poursuivi son cours.
Et il a été le résultat, les sanctions? Il est parti en prison préventive immédiatement. Il a été jugé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Il risquait 15 ans et il a pris 7 ans et demi de prison ferme. L'excuse de minorité ayant été retenue. L'excuse de minorité, vous dire, il est mineur, donc... Il était mineur, il était à 3 mois de sa majorité quand il a agressé Marin. Et ça, c'est une excuse, c'est-à-dire, attendez, si je comprends bien, moi je vous suis, mais c'est intéressant qu'on le sache, c'est-à-dire, s'il avait eu 3 mois de plus, il aurait fait, c'est la prison, enfin les 15 ans de prison, ou 14 ans, et il vous dit, il a fait 7 ans, il doit faire 7 ans de prison. C'est un tout petit peu plus subtil. Dans les faits, le fait qu'il soit mineur ne l'empêchait pas de prendre 15 ans. Il aurait pu prendre 15 ans si cette excuse de minorité avait été écartée, ce qui était possible vu son profil et le très haut risque de récidive il à la était sortie. déjà classé comme un petit délinquant. délinquant. Oui, il a déjà etc. une vingtaine de condamnations. C'est pas quelqu'un qui vole pour se nourrir, c'est quelqu'un qui vole et quand il a le portable en main, il s'acharne sur la victime. On est sur un profil comme ça, extrêmement dangereux, inquiétant. D'accord. Et donc, le profil de minorité a été retenu, l'excuse de minorité est retenue. C'est quand même étonnant, non? Ça nous a profondément choqués. Oui, je comprends. Et est-ce que vous avez été, alors, dans ces cas-là, soutenu, vous avez dit que la police a fait son travail, a fait bien son travail. Est-ce que les autorités politiques, administratives ont été présentes, étaient là? Est-ce que vous avez senti autour de vous, je ne parle pas évidemment des amis et de l'entourage, etc., je pense qu'il y a eu une chaîne de solidarité, je pense. Hein, oui. Et est-ce que, en revanche, les autorités politiques et administratives, parce que vous en parlez dans votre livre, on a l'impression quand même que, je pense à un certain président de la République qui s'était plusieurs fois précipité au chevet de telle ou telle victime, de telle ou telle bavure policière ou autre. Là, j'ai l'impression que vous n'avez pas vu grand monde. On s'est senti très très seul au début. Vraiment très seul. Alors je ne sais pas si c'est parce que l'histoire de Marin n'intéressait pas, si c'est parce qu'il craignait que ce soit sensible et donc polémique. En tout cas, on n'a pas forcément eu au début l'écho qu'on attendait et le soutien pour Marin qu'on attendait. C'est finalement, ce sont les gens qui sont mobilisés, qui ont porté la voix de Marin et bien plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer. Oui. Et alors comment les gens sont mobilisés par les réseaux sociaux, comment? Parce que les médias, je crois, au début, n'ont pas été extrêmement actifs, ou pas? Localement, si. Localement, un petit peu. Je pense que c'est les réseaux sociaux qui ont attiré l'attention sur Marin. Le fait que des gens se mobilisent et en nombre, peut-être que ça a alerté un petit peu les médias en disant il se passe quelque chose à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui draine du monde, qui parle aux gens. Et c'est comme ça que Marin a été de plus en plus suivi. Et donc, oui, parce qu'il y a eu, on a tous entendu parler de l'affaire et heureusement, et puis des répercussions de la solidarité. Mais vous avez l'impression que, faut en parler, Audrey Sauvageon, d'ailleurs, vous en parlez dans votre livre, est-ce que c'est dû, soyons clairs, au fait qu'il y a un risque de communautarisme et autres, on ne veut pas toucher à certains problèmes délicats et on fait entrer Marin dans la liste des pertes et profits pour être un peu brutal ou quoi? Ça l'a peut-être été initialement. Je pense que c'était à la crainte des politiques, d'une grande partie des politiques. Ensuite, je pense que la deuxième barrière, c'était moi. C'est-à-dire que mon fils, c'est pas une marchandise. Mon fils, c'est pas un objet. C'est un être humain qui souffre. Et tout comme pour défendre mon livre, pour faire parler de Marin, je suis pas prête à toutes les concessions. Et je refusais que Marin soit filmé, pris en photo, et toutes les personnes qui voulaient faire ça étaient écartées systématiquement. Je comprends. Oui, vous n'avez pas voulu en faire un spectacle, et vous avez tout à fait raison, bien sûr. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais alors, ce livre, vous avez voulu le faire pourquoi? Alors, c'était une longue démarche, un long cheminement, parce que je ne souhaitais pas le faire. Au départ Non, pas du tout. C'est un fait divers, c'est un fait qui a brisé la vie de Marin, qui a fortement brisé la nôtre également, et je pensais que ça n'intéressait pas les gens. Vraiment. Ensuite, j'ai discuté notamment avec mon éditrice qui m'a dit que ça pouvait être utile. Ça pouvait être utile pour d'autres personnes. On s'engage maintenant à travers l'association de Marin auprès des personnes cérébro-lésées. On s'engage pour les actes de civisme également.
et elle m'a convaincue en me disant qu'on avait un message important à porter et à apporter. Alors pour vous, ce message, justement, portez-le, vous êtes là aussi et on est ravis de le porter avec vous. C'est quoi ce message par rapport justement aux victimes, aux cérébro-lésés? Le message est lequel? Il y a plusieurs volets. Le premier, c'est que le handicap n'est pas toujours visible. Plus des 3/4 des handicaps sont invisibles. Il faudrait peut-être commencer à repenser la place des personnes handicapées dans notre société. Oui, il n'y a pas que les handicaps physiques, il y en a qu'on ne voit pas, oui, c'est ça. Tout à fait, la majorité ne se voit pas. On s'engage avec l'association, j'ai créé avec une neuroscientifique un coffret qui s'appelle le CAP La Tête Haute, pour toutes les personnes cérébro-lésées, donc après un AVC, trauma crânien et tumeur du cerveau. Ça aide les proches à reprendre leur place auprès du patient. Il y a des choses à faire pour limiter les séquelles, pour relancer la neuroplasticité. Et cette place-là, il faut qu'elle soit prise par les aidants. Donc ça, c'est un coffret que l'association finance avec des aides, notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes, et qu'on offre à toutes les personnes qui en font la demande. On s'engage également... Vous l'offrez? Oui. Vous l'offrez, oui, il faut passer commande. Alors on est distribué déjà dans 7 services maintenant en région lyonnaise. On rentre à l'hôpital, mais tout doucement, et on veut permettre à tout le monde d'en bénéficier. Donc il suffit d'aller sur le site de l'association pour le commander. Alors, redonnez-moi le site de l'association. On va le mettre sur le site internet Sud Radio, mais... C'est l'association La Tête Haute, je soutiens Marin. D'accord. Et donc, pour vous, c'est ça, c'est aussi enseigner à l'entourage ce qu'on peut faire par rapport à si quelqu'un de très proche est victime de tel ou tel... C'est ça. Les gens n'osent pas, surtout quand on est en réanimation, c'est extrêmement difficile. On a un corps qui bouge peu, qui est relié, qui a des capteurs, des perfusions, tout ça. Et pourtant, il y a des choses à faire et c'est aider les familles à reprendre leur place et puis aider le patient. C'est-à-dire qu'on active d'autres moyens par les sens pour relancer la communication, pour apaiser le patient. Par exemple, on développe le rire, le massage, la musique. D'accord. Et il y a énormément de choses à faire. La neuroscientifique apporte des éclairages impressionnants sur le bienfait pour le patient. Oui, parce que même si on ne le voit pas physiquement, à l'intérieur, ça régule bouge, les taux de cortisol, ça relance la sérotonine, des choses comme ça qui sont extrêmement importantes, que l'équipe médicale ne peut pas mettre en œuvre. C'est pas leur travail et ils n'ont ni le temps, ni la capacité de le faire. C'est aux proches de le faire et c'est avec les proches que ça marche le mieux. Et est-ce que vous avez senti chez les gens... À la fois, vous n'avez pas voulu, et c'est tout à fait compréhensible et même tout à fait plus que respectable, vous n'avez pas voulu effectivement ni politiser, ni faire de l'affaire un emblème, mais est-ce que vous avez senti chez les gens une espèce d'indignation ou de quoi? La réaction des gens autour de vous, c'était quoi? Clairement, les gens étaient choqués. Les gens, en fait, se projettent très facilement. Marin, à 20 ans, Marin, ça peut être un copain pour un jeune, ça peut être un fils, ou un petit-fils, ou un cousin pour quelqu'un de plus âgé. Et mis à part 2-3 idiots qui diraient, bah voilà, faut pas intervenir parce que voilà ce qui se passe, les gens qui sont suffisamment dans l'empathie et suffisamment intelligents s'imaginent que ça pourrait être eux, ou eux qui s'interposent, ou eux qui se feraient agresser. Oui, il y a une identification. Bien sûr. On me dit marrant, ça peut être n'importe lequel d'entre nous, à n'importe quel stade. Et vous, donc, aujourd'hui, vous êtes... mais vous occupez de votre fils, mais vous êtes complètement dans cette association, enfin, dans ce que fait l'association, dans le développement de l'association. Alors, j'ai dû reprendre mon travail en octobre, donc ça complique un petit peu les choses. Vous faites quoi je suis dans les ressources humaines. D'accord, dans une entreprise. Dans une collectivité territoriale. Ah d'accord, très bien. Donc rien à voir. Ouais. Et donc je jongle entre mes enfants, entre l'association et entre mon boulot, les projets de l'association, parce qu'on développe pas mal de choses, on a plein de projets, et qu'on avance aussi, donc, et sur la lésion cérébrale, et sur le civisme, la citoyenneté aussi, on a plusieurs projets dans ce cadre-là. Et dites-moi, est-ce que pour vous, le fait que justement, cette association, enfin ce que vous faites, et ce qui est très très important, est-ce que pour vous, qu'est-ce que vous pensez, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de violence, enfin bon, on parle beaucoup, il y a aujourd'hui beaucoup de violence, il y en a eu tout le temps, alors on vous dit toujours, oui mais relativisé, il y a toujours eu de la violence, même c'était beaucoup plus violent avant, etc., etc. Oui, enfin, on peut en parler pendant des heures, mais quand on dit ça arrive aux autres, c'est bien, mais quand ça arrive à soi, dans sa famille, etc., c'est autre chose. Comment vous, après avoir vivre le drame que vous avez vécu, comment vous considérez, est-ce qu'il y a un état de violence?
Comment vous le ressentez? C'est quelque chose qui m'est difficile d'analyser parce que j'y suis beaucoup plus sensible maintenant. C'est-à-dire le moindre... je m'interpose toujours dans les transports en commun. Ah oui, vous le faites. Ouais. J'avais arrêté et puis je me dis non, c'est dégueulasse. Il n'y a pas de raison de ne pas bouger. Mais c'est vrai que j'y suis extrêmement sensible et peut-être que... Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de violence, mais peut-être que ces faits me heurtent plus, tout simplement. Non, mais il y a, en tout cas, il y a incontestablement une violence qui est là. Après, on peut toujours faire des comparaisons, je veux dire, scientifico ou pseudo-scientifiques. Mais par exemple, pour vous, est-ce que c'est, quand vous dites, c'est très intéressant, vous dites, mais moi je continue à m'interposer, est-ce que c'est pas une question aussi pour chacun de courage quotidien, de dire, il y a ça et ça et ça, mais je ne vais pas baisser les bras, baisser les armes? C'est exactement ça, il faut du courage. Il faut aussi être révolté par ce qui se passe. Enfin, Marin, souvent, qu'on lui demande si t'as à refaire, s'il aurait refait, il dit oui. Moi, la première fois, il m'a dit ça, je lui dis attends, doucement, avec ce qu'on a traversé, arrête. Et il m'a dit quelque chose de très juste, c'est si je le refaisais pas, c'est mon agresseur qui aurait gagné. C'est très joli. C'est avec cette logique-là que je continue d'avancer. Et c'est vrai que c'est profondément vrai. Audrey Sauvageon, un livre que je recommande vraiment, La tête haute. Et si chacun veut garder la tête haute, il faut savoir une chose, il ne faut pas qu'il la laisse dans le sable. La politique de l'autruche n'est jamais la politique bonne et la politique qui sauve. Et en tout cas, c'est le titre de ce livre d'Audrey Sauvageon, La tête haute. Donc, comme vous le disiez, André, que vous pouvez, vous qui écoutez Sud Radio, vous le procurer aux éditions Flammarion. C'est dans toutes les librairies. Restez bien avec nous sur Sud Radio si vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre, qui était particulièrement émouvant. Mais vous nous appelez au 0826 300 300, puisqu'André Berkoff revient tout de suite après les informations, justement, pour prendre la parole avec vous. Parlons vrai sur Sud Radio. À tout de suite.